Merci à tous d'être venus assister à cette présentation où on va vous expliquer comment tirer parti de vos données grâce à l'IA générative. Je m'appelle Frédéric Novak, je suis Solution Architect Manager sur la verticale Media and Entertainment chez AWS et je vais vous expliquer un petit peu les trois grosses techniques, principales techniques pour pouvoir exploiter vos données avec de l'IA générative dans une première partie. Et j'ai le plaisir de faire cette présentation avec Clément Goileau, qui est Solution Architect sur la verticale Media and Entertainment, qui va vous faire une démo et qui va conclure cette présentation avec les trois initiatives qu'on vous recommande fortement de mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir mettre en œuvre l'IA générative et exploiter vos données du mieux possible. Donc toutes les entreprises modernes, ce sont des entreprises de données aujourd'hui. Ça fait plusieurs années chez AWS qu'on accompagne nos clients dans leur stratégie data, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont exploité au mieux leur data, ce sont les entreprises qui ont pris des avantages décisifs face à leurs concurrents. Et aujourd'hui, on a exactement les mêmes discussions avec nos clients sur l'IA générative. Et il faut dire que les clients qui ont réussi à prendre le virage de la donnée, qui ont déjà des fondations solides, de ce côté-là, ce sont ceux qui ont de fortes chances d'exploiter au mieux l'IA générative. Donc très rapidement, je pense que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui que l'IA générative, mais en quelques mots, c'est un type d'IA qui permet de générer des nouveaux contenus, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, du son, de la 3D, on peut imaginer presque tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et le rôle de la donnée, l'utilisation de vos données d'entreprise est déterminante aujourd'hui si vous voulez en tirer un maximum profit dans votre entreprise. Donc dans la première partie, on va vous détailler un petit peu les trois techniques pour exploiter vos données avec l'IA générative. Et donc dans une deuxième partie, Clément va aborder les trois principales initiatives que vous allez devoir mettre en place, qu'on vous recommande fortement de mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir prendre ce virage de l'IA générative le mieux possible et surtout comment vous allez pouvoir connecter et faire le lien entre ces initiatives et des services AWS que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. La donnée augmente et la quantité de données augmente de jour en jour. Cet énorme volume de données qui est disponible aujourd'hui, c'est ce qui a rendu possible l'IA générative. Les gros modèles d'IA générative, les large language models ou les modèles multimodaux qui gèrent à la fois du texte et de l'image sont entraînés sur des pétabytes de données. D'accord? Donc vous avez des modèles comme Claude, Llama, les modèles Titan. Et c'est ce volume de données-là qui a rendu ça possible. Et maintenant que ces modèles sont mis à disposition, ils sont intégrés dans des applications. On voit des clients tous les jours qui découvrent et qui exploitent et testent des nouveaux cas d'usage. Et une fois que ces modèles sont mis et sont intégrés dans des applications des entreprises, ils sont mis à la disposition des utilisateurs qui, quand ils utilisent ces applications, génèrent encore plus de données. Donc ce cercle vertueux fait que la donnée augmente constamment de jour en jour. Selon une étude récente, sur les 5 ans à venir, la croissance du volume total des données est estimée à 22-23% chaque année, pour atteindre en 2027 une taille à peu près de 300 000 hexaoctets. Donc c'est des choses qu'on ne peut même pas concevoir aujourd'hui, mais c'est des volumes énormes. Donc dans tout ce volume de données-là, qu'est-ce qu'on y trouve? Principalement, ce sont des données non structurées. Donc qu'est-ce qu'on appelle des données non structurées? Ce sont des PDF, des images, du son, de l'audio. Donc c'est des choses qui, avant l'avènement de l'IA générative, étaient compliquées à exploiter dans des modèles d'intelligence artificielle. Et selon une autre récente étude, dans cette espèce d'énorme volume de données, un élément essentiel, c'est la qualité que vous allez pouvoir en tirer de ces données. Et 46% des Chief Data Officers, donc les personnes en charge des stratégies de données dans les entreprises, considèrent que la qualité est le principal défi. Et 93% d'entre eux considèrent également qu'il faut, pour avoir cette qualité optimale et en tirer un maximum de valeur dans l'IA générative, il faut avoir une chaîne et une stratégie de bout en bout, c'est-à-dire de la capture de la data, leur transformation et la mise à disposition de ces modèles. Donc très rapidement, je vais rappeler comment fonctionnent et comment sont conçus, fabriqués les modèles fondations. Ces modèles fondations, ce sont ces gros modèles d'IA générative qui permettent de faire toutes les applications que dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Et la première phase, c'est une phase de pré-entraînement. Donc ce qui différencie fondamentalement l'IA générative de l'IA traditionnelle qu'on faisait avant, c'est que les données n'ont pas besoin d'être labellisées. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a été obligé de taguer en disant bah, ça c'est une photo de chien, ça c'est une photo de chat. Toutes ces choses-là maintenant sont déléguées, on va dire, entre guillemets au modèle, dans une phase de pré-entraînement où toutes ces données sont capturées, donc il y a des volumes énormes, et le modèle par lui-même va apprendre des concepts et les généraliser de façon abstraite pour les intégrer dans un modèle. Donc il va tout seul, automatiquement, entre guillemets,
savoir ce que c'est qu'un chien, un chat, sans même qu'on ait besoin de le dire. Donc ça, c'est la phase de pré-entraînement. Et dans une deuxième phase, une fois que ce modèle, avec ses grandes généralités et ses concepts généralisés, est conçu, il va y avoir des phases de fine-tuning qui peuvent se faire avec des données étiquetées ou non, où là, on va spécialiser le modèle et lui dire, ben, tiens, tu vas te spécialiser à reconnaître des animaux, à reconnaître un objet ou à générer du texte qui ressemble à du Shakespeare, par exemple. Voilà. La question que nos clients nous demandent systématiquement, c'est est-ce qu'ils doivent utiliser un modèle existant ou est-ce qu'ils doivent en créer un eux-mêmes? La réponse qu'on leur donne, c'est les modèles existants sont déjà tellement puissants que c'est absolument pas la peine d'en créer un vous-même. Puis en plus, en entraîner un par eux-mêmes demande des connaissances extrêmement avancées en machine learning, etc. Donc la solution la plus simple, c'est de tester vos cas d'usage immédiatement avec des modèles existants et de voir comment vous pouvez en tirer parti sur les cas d'usage que vous avez en tête pour votre entreprise. Je vais vous rappeler les 3 grandes techniques qui existent, qui vous permettent d'utiliser vos données pour, on va dire, avec des modèles existants, pour maximiser la qualité de la réponse des modèles. Donc tous les clients aujourd'hui ont utilisé la technique de prompt engineering. Pour ceux qui ne savent pas, le prompt, c'est l'input qu'on passe au modèle, d'accord? Et cet input, ça peut être des inputs très très larges, très très grands, c'est du texte qui peut aller jusqu'à des pages et des pages de texte, on va dire. Donc la qualité de cet input est déterminant pour la qualité de la réponse. Donc la première technique consiste à enrichir ce prompt avec des données de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle la technique RAG, ou la génération augmentée par récupération en français. Donc la traduction est un petit peu hasardeuse, mais voilà, RAG, retenez RAG. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de réentraîner un modèle, et simplement en injectant ces données dans l'input, on va être capable de biaiser le résultat. La deuxième technique, c'est le fine-tuning, ou l'affinage en français. Là, on va réentraîner un modèle, mais sur une phase assez courte avec ces données. Cette phase-là, elle requiert des données labellisées, et on n'a pas besoin d'un gros volume de données, puisque le modèle contient déjà des concepts très abstraits. Et donc là, on va être capable de biaiser également la réponse et d'améliorer la qualité en fonction de son cas d'usage. Et le dernier cas d'usage, pardon, c'est le pré-entraînement continu. Là, on va reprendre là où s'est arrêté le fournisseur du modèle, et on va prendre un gros volume de données dans son entreprise, et on va refaire les mêmes phases d'entraînement qu'on a vu dans le schéma qui était au tout début, où on va extraire de ces informations, de ces données de son entreprise, des connaissances générales et des connaissances spécialisées pour ces cas d'usage propres à son métier. Alors, avant de démarrer, oui, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la façon la plus simple de commencer à tester et utiliser vos données sur Amazon, ça s'appelle le service Amazon Bedrock. C'est un service qui est entièrement géré pour vous et qui est capable de gérer ces 3 cas d'usage très spécifiques. Donc on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail sur la solution RAG et comment la mettre en œuvre sur AWS. Donc tout démarre, comme vous l'avez bien compris, avec vos données que vous allez mettre sur S3, S3 qui est notre service de stockage. Et ces données-là, vous allez les donner, entre guillemets, vous allez les utiliser pour enrichir votre requête utilisateur ou le prompt, d'accord, afin de biaiser la réponse. Donc comment ça se passe? Vous allez tout simplement configurer dans Bedrock et faire pointer Bedrock, d'aller chercher les données dans une base de S3 par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bedrock va aller récupérer vos fichiers, va les transformer en vecteurs, qu'on appelle des embeddings. Donc je vais juste définir rapidement ce concept. Un embedding, c'est une représentation donc, numérique d'une donnée, d'accord, qui conserve la sémantique. D'accord, ça veut dire que ce sont des nombres qui sont capables de garder un sens, d'accord. Je pense que Clément y reviendra plus en détail après dans sa partie, il vous expliquera ça plus en détail. Et c'est cette forme vectorielle qui est réinjectée dans le prompt pour pouvoir enrichir le prompt, d'accord. Et une fois que ce prompt est enrichi, vous allez simplement le passer sur des modèles disponibles sur Bedrock. Donc là, vous avez une liste de tous les modèles dispo. Je crois qu'à la keynote, il y a eu des annonces avec des nouveaux modèles qui sont disponibles. Donc Bedrock, on peut appeler ça un jardin de modèles. Le but de ce service-là, c'est d'accueillir énormément de nouveaux modèles et tous ceux qui peuvent sortir et ceux qui seront le plus adaptés à vos cas d'usage. Donc là, après, vous avez le choix du modèle que vous utilisez. Vous allez simplement passer un prompt augmenté et afin de biaiser la réponse utilisateur. Deuxième cas d'usage, le fine-tuning. Oui, peut-être un petit point quand même, je n'ai pas mentionné. Le RAG est très très intéressant pour les données qui changent très rapidement. D'accord? Un exemple, c'est les données météorologiques ou un rapport de vente. Vous voulez, j'allais dire, faire un chatbot qui vous donne des prévisions de vente ou des choses comme ça dans votre entreprise.
ben, chaque jour, vous avez des nouvelles ventes qui se passent. Et donc là, Bedrock est très utile parce que les données vont être injectées à la volée dans le prompt. Donc le modèle n'est pas réentré. Donc c'est très rapide, très efficace et très adapté aux données qui changent très fréquemment. D'accord? Retenez ça. Deuxième cas d'usage, le fine-tuning. Donc là, comme je l'ai déjà mentionné très rapidement dans la première partie, on va réentraîner le modèle sur une période très courte avec des données de l'entreprise qui sont cette fois-ci labellisées. D'accord? On va expliquer, voilà, bah, ça c'est par exemple un message promotionnel ou un post LinkedIn, etc. Donc là, l'exemple, c'est j'ai un nouveau produit qui arrive dans mon magasin, j'ai envie de faire un petit peu de communication dessus, faire une nouvelle page produit, etc. Et ben, en fait, je vais entraîner Bedrock avec tous les anciennes fiches produits, messages sur les médias sociaux ou des pubs que j'ai fait autour des produits de mon entreprise. Je vais utiliser ces données-là, les labelliser en disant, bah voilà, ça c'est un post social, ça c'est une publicité. Et le modèle, en fait, au-delà d'orienter les réponses, enfin d'affiner, on va dire, la qualité des réponses, il va en plus être capable de capturer un style qui est propre à la façon, à votre style de communication avec la cible de votre marque. Donc ça, c'est ce qui différencie un petit peu RAG du fine-tuning du RAG, c'est que vous allez pouvoir capturer un style. C'est vrai pour le texte, c'est vrai pour l'image. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie, notamment du jeu vidéo, qui vont récupérer des styles d'artistes qui ont produit beaucoup de contenu dans l'entreprise pour pouvoir faciliter la production de nouveaux contenus avec la même patte. Donc le fine-tuning est disponible avec Llama et le modèle Titan aussi sur Bedrock. Et le fine-tuning sera bientôt disponible pour Claude également dans les semaines qui viennent. Troisième technique, c'est le pré-entraînement. Donc là, l'idée c'est de mettre toutes vos données encore une fois sur S3. Donc là, vous n'avez pas besoin de les étiqueter, vous pouvez vraiment tout mettre. Et, Bedrock va s'occuper lui-même de réentraîner le modèle entièrement. Donc c'est une étape plus coûteuse et plus longue. Mais là, vous allez capturer, en plus de tâches spécialisées ou de tâches spécialisées, oui, à partir de vos datas, vous allez également récupérer des données et des concepts généralisés propres à votre entreprise qui vont améliorer encore également les performances des modèles quand vous allez les utiliser. Donc, je vais conclure sur cette première partie. Retenez Amazon Bedrock, ça vous permet de mettre en œuvre les 3 techniques qui permettent d'utiliser vos données pour améliorer la qualité des réponses des modèles d'IA générative sur AWS. Et sur ce, je vais laisser la parole à Clément. Merci Fred. Donc en fonction des cas d'usage, les clients vont utiliser une ou plusieurs méthodes. D'accord. Là, pour cette démo, on va faire du fine-tuning. On va utiliser Amazon Bedrock. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des résumés de conversation. Donc, par exemple, ça pourrait être un service client. D'accord. On enregistre les conversations qu'ils ont avec les clients. Et ensuite, on va essayer de faire en fait un résumé des conversations qu'il y a, ce qui fait que si un client rappelle pour un autre sujet, la personne qui prend l'appel pourrait voir par exemple les résumés des conversations précédentes qu'il y a eu et du coup il aurait le contexte et pourrait répondre de manière plus pertinente au client. D'accord. Donc pour le faire, on va utiliser le service Amazon Bedrock, on va utiliser un modèle de l'entreprise Cohere, qui est un de nos partenaires technologiques qui propose ces modèles sur Bedrock. Le modèle s'appelle Command Light même, on va utiliser, on le verra dans la démo. On va lui donner un prompt en entrée, d'accord. Donc on va demander à ce modèle de résumer le plus simplement la conversation. Entre crochets, entre les 3 petits points, il y aura la conversation, et ensuite on indiquera la fin du prompt en mettant résumé 2 points. Tout ça, on va le passer en anglais, mais voilà, c'est l'idée. On obtiendra la réponse. Okay. Ensuite, on va prendre des données labellisées, des données étiquetées qu'on va mettre dans S3, qu'on va préparer. Et ça va nous permettre du coup de fine-tuner, d'affiner notre modèle. Donc le modèle sur étagère qu'on aura utilisé au début, il nous fournira une réponse, on prendra ce modèle, Bedrock le prendra en fait, utilisera les données qu'on a mis dans S3, va faire ce qu'on appelle du fine-tuning, un job, et va nous sortir un nouveau modèle qu'on appellera custom, d'accord, et qu'on va pouvoir utiliser, lui envoyer le même prompt, et on verra le résultat, les 2 réponses, et on pourra comparer et voir un petit peu l'impact que ça a eu. Donc ça va durer à peu près 10 minutes. Hop. Voilà, on va démarrer. Donc la première partie, c'est l'installation des outils. On utilise comme IDE VS Code, d'accord, et c'est un Jupyter Notebook. Bon, la première partie, c'est pas forcément le plus intéressant, mais on va installer les outils, j'ai envie de dire classiques. On va installer Panda, on va installer Boto 3, on va installer aussi la librairie Dataset, qui va être particulièrement utile dans la partie préparation de données. On va se connecter sur un compte AWS. Donc pour ça, on va utiliser un rôle qui s'appelle GenAI Engineer, que j'ai créé avant, un rôle IAM.
on regarde ici en fait les différentes permissions qu'on a, d'accord. Donc on va avoir des permissions, par exemple, on peut lire les accès qu'on a sur IAM, on a des accès sur Bedrock, on a des accès sur S3, on a des accès sur Q, on a des accès sur SageMaker. Voilà, on va pas tout utiliser, mais on regarde un petit peu les permissions qu'on a. Ensuite, on configure un petit peu nos librairies, notamment Panda, on les importe, il y a aussi la librairie JSON qu'on utilisera. Rien de bien compliqué. Ensuite, on va tester le modèle, d'accord. Donc là, on va se connecter à Bedrock en utilisant le SDK, donc Boto 3, pour se connecter, pour utiliser les API AWS. On se connecte à Bedrock et là on a fait une liste des modèles qui sont disponibles. Il y a un filtre sur cette liste, c'est uniquement les modèles fournis par l'entreprise Koya. On aurait pu prendre les modèles d'Anthropic, on aurait pu prendre les modèles d'Amazon. Voilà. Là, ce qu'on voit, c'est dans ces modèles-là, il y en a plusieurs. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y en a qui sont disponibles pour faire du fine-tuning, qui supportent le fine-tuning et d'autres non. D'accord. On voit qu'il y en a plusieurs aussi, donc il y en a quelques-uns. On va les regarder donc sur l'URL, sur la page descriptive AWS, spécifiquement les modèles disponible dans Bedrock de l'entreprise Koya. Donc on voit les avantages, il y a une vidéo, on voit les différents cas d'utilisation. Là, on peut voir par exemple qu'il y a la synthèse de texte qui est disponible, donc ça tombe bien parce qu'on va faire des résumés de conversation, donc ça colle plutôt assez bien. On voit ensuite qu'il y a commande et command light. Donc command light, comme son nom l'indique, il est plus petit, il a moins de paramètres, il est moins lourd, il est moins coûteux. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. On voit le nombre de paramètres, si je me souviens bien, ça doit être 6 milliards, alors que l'autre c'est 52. Et en dessous, vous voyez, il y a aussi embed. Ça va servir aux embeddings. J'y reviendrai un peu après dans la présentation, mais ce n'est pas important pour la démo. On crée le prompt. Donc le prompt, comme je l'ai dit dans l'intro, ce qu'on fait, c'est on donne la consigne. Fais-moi un résumé le plus simple possible avec la partie la plus intéressante de la conversation. On lui donne la conversation. Donc là, la conversation, elle est relativement succincte. En gros, c'est quelqu'un qui a une réservation dans un hôtel et qui fait son check-in. Voilà, il doit payer, alors il supporte pas American Express, uniquement Visa, Mastercard, il lui donne le numéro de la chambre, il lui dit qu'il peut rappeler sur le 0 s'il y a un problème. Voilà. On donne d'autres paramètres propres au modèle, donc on crée ce qu'on appelle le body de la requête, dans lequel on va mettre la température et le nombre maximum de tokens. Bon, voilà, on rentre dans le détail, c'est pas vraiment important. Et là, on voit la réponse qu'on obtient, d'accord. Donc là, cette réponse, on voit, elle tient en 2 lignes. Grosso modo, on a un petit peu de détails. On voit qu'il a bien compris que c'était un check-in, une réservation dans un hôtel. Et puis, il donne les détails, le numéro de la chambre. Il voit qu'il paye avec une Visa et qu'il peut appeler le 0 si jamais il y a quelque chose, s'il a besoin de quelque chose d'autre. Ensuite, on va simplement créer une fonction. Cette fonction, en fait, ce qu'elle va prendre en input, c'est l'ID du modèle, d'accord, et le body de la requête. Et à partir de là, elle nous générera la réponse. Et donc ça, on le réutilisera tout à la fin quand on testera aussi notre modèle qu'on aura affiné, qu'on aura fine-tuné. Donc on crée cette fonction qui s'appelle invokeModel. Et on la teste juste en dessous, on fait un print et on voit qu'on a donc la réponse, ça fonctionne bien. Elle est un petit peu différente parce que la température n'est pas à 0 sur le modèle. C'est pour ça qu'elle était un tout petit peu différente. On passe maintenant à la troisième partie, préparation des données. Okay, on rentre là vraiment dans la phase où on veut fine-tuner notre modèle. On va chercher un dataset. On utilise un dataset qui est disponible sur Hugging Face qui s'appelle DialogSum. Donc on regarde un petit peu, ce dataset, il n'est pas forcément très gros. On voit il fait 15 mégas. Il a quand même des dizaines de milliers de lignes. On voit à quoi il ressemble. Il a 4 colonnes. Il est relativement simple. C'est un dataset dans lequel on a des conversations et des résumés. Alors le dataset est déjà splitté en 3. Ça, c'est quelque chose de classique quand on fait du machine learning. Et on voit en termes de résumé, il explique que c'est des conversations avec des résumés. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que ça a été fait manuellement. Donc on peut se dire que c'est quelque chose qui est plutôt de qualité. Et donc c'est ce dataset qu'on va utiliser pour faire notre fine-tuning. Et là, simplement, on voit qu'on peut utiliser la librairie dataset qu'on a importée au début pour aller récupérer donc justement le dataset DialogSum dans notre code. Donc c'est justement ce qu'on va faire. On charge là le load dataset. On charge le dataset DialogSum, on retire les colonnes qui ne nous intéressent pas, les colonnes ID et topic. Donc on garde finalement la conversation et le résumé. Là, on voit par exemple le premier record, donc la première ligne de ce dataset, dans lequel on a la conversation et en dessous le résumé qui sont fournis. Et ensuite, juste en dessous, là, la fonction wrap instruction, qu'est-ce qu'elle va faire ? En fait, elle va incorporer dans ce dataset les prompts. Enfin, elle va recréer les prompts dans le dataset. Donc, elle va incorporer la consigne et la fin du prompt. Elle va incorporer summarize, fais-moi un résumé le plus simple possible de la conversation suivante. Et à la fin, elle va mettre résumé, summary, pour lui indiquer que c'est la fin du prompt. Donc, elle encapsule finalement les conversations dans la consigne pour recréer les prompts sur chacun des records du dataset. Là, on sort complètement de la démo. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Amazon Q, c'est un assistant alimenté par intelligence artificielle générative.
Il y a un toolkit qui est disponible sur VS Code. Là, c'est ce que j'utilise. On le voit sur le panneau sur la gauche, d'accord. Et en fait, je lui demande à quoi sert ce code et explique-moi ce que fait ce code. On voit que c'est une fonction qui peut être un petit peu complexe. Et on voit qu'il me répond, voilà, et il me dit, bah, cette fonction-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sélectionner les 1000 premières lignes. Elle va sélectionner uniquement les 2 premières colonnes, dialogue et summary. Elle va appliquer dessus la fonction au-dessus, wrap instruction, etc., etc. Donc après, elle renomme les colonnes, elle en supprime certaines. Voilà, en gros, là, on est vraiment dans la préparation des données, un job qui est réalisé souvent par les data engineers et les data scientists. Okay. J'étais un petit peu plus vite que la vidéo, mais ça va repartir. Ça me permet de reprendre un peu mon souffle. Voilà, on ferme Amazon Q, on continue. On applique la fonction, et derrière, on a notre dataset, notre data frame dans le sens panda. On l'affiche ici. Ce qu'on peut voir, c'est donc le résumé sur la colonne de gauche de chacune des conversations. Et sur la droite, on a le prompt, donc non plus uniquement les conversations. On a les conversations, encore une fois, encapsulées avec la consigne. Là, c'est ce que j'ai surligné justement. Donc, fais-moi un résumé le plus simple et avec la partie la plus importante de la conversation. Et on a ça sur l'ensemble des records, l'ensemble des lignes du dataset qu'on a récupéré. Une fois qu'on a fait ça, on crée un bucket S3, on utilise un timestamp, comme ça on s'assure que le nom du bucket est unique. On crée ce bucket S3, et ensuite on va simplement pousser du coup notre dataset qui est prêt à être utilisé par Bedrock pour pouvoir faire le job d'affinage, le job de fine-tuning. On passe à la partie 4, fine-tuning du modèle. Donc là, on va réutiliser Bedrock. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un nom de modèle custom. Donc pareil, c'est pour ça qu'on utilise un timestamp pour s'assurer qu'on a un nom unique. On l'appelle custom cohere, voilà. Et le timestamp ensuite. On récupère aussi le modèle de base qu'on avait utilisé dans la toute première phase. Et là, on va du coup créer ce job justement de fine-tuning. Donc ça s'appelle create model customization job. Donc ça, c'est une fonction. On utilise l'API Bedrock. Et on va créer ce job plutôt de fine-tuning dans lequel on lui indique les données qu'on a préparées sur S3, on lui indique le modèle de base, on lui donne aussi quelques hyperparamètres qui sont propres au modèle. Là, il y a notamment le nombre d'époques, le nombre de la batch size, donc là on rentre un petit peu plus dans le détail. Et le job se lance. On va ensuite monitorer le statut du job, et là on va accélérer le temps parce que en fait ça va prendre plusieurs dizaines de minutes, ça va prendre entre 30 et 40 minutes, donc on fait un check toutes les 10 minutes pour voir s'il a fini, et vous allez voir, pour ceux qui sont devant, peut-être derrière, je suis désolé, c'est peut-être un peu petit, mais on voit qu'au bout de 40 minutes, en tout cas, le job s'est exécuté, et il a fini du coup ce job d'affinage de fine-tuning. Ok, completed. Le nouveau modèle est disponible, et là je génère simplement une URL pour me rendre dans l'interface AWS, dans la console AWS, et voir ce modèle qui a été créé. Voilà, le nouveau modèle est présent, on le voit ici dans la console Bedrock, qui s'appelle Custom Cohere. On voit aussi les détails, donc on voit les données d'input qui ont été données pour faire l'affinage, donc ça c'est intéressant pour faire le fine-tuning, ça c'est intéressant parce qu'en termes de traçabilité, au moins on sait ce qui a été utilisé comme dataset pour faire le fine-tuning. On retrouve les hyperparamètres et l'output. Et là, du coup, il ne nous reste plus qu'à provisionner ce modèle. Donc le modèle a été créé. Maintenant, ce que je veux, c'est le déployer, tout simplement. Et donc, pour ça, je vais créer simplement un nom de déploiement. Relativement simple, je prends le nom du modèle et je rajoute déploiement à la fin, provision en anglais. J'ai quelques éléments à lui donner, notamment les modèles unit. C'est largement suffisant pour le test qu'on va faire, mais on pourrait augmenter si on attend beaucoup de requêtes sur le modèle. Et ensuite, on peut voir on peut faire un modèle d'engagement, c'est-à-dire si on veut déployer, on est sûr d'utiliser le modèle pendant 1 mois ou pendant 6 mois, on a une réduction des coûts. C'est des mécanismes qu'on retrouve assez souvent sur la plateforme AWS, ou sinon ça peut être vraiment à la demande. Donc là, comme c'était simplement pour la démo, j'ai pris à la demande. Ça y est, le modèle est déployé, en tout cas il est en cours de déploiement, ça prend quelques minutes, 3-4 minutes. On le voit ici, là je monitore le statut, et on va voir que ça prend 3-4 minutes, et le modèle sera déployé. Là on voit, voilà, donc creating, il est passé en service, et donc on va pouvoir passer à la dernière étape, qui va être le test du modèle, avec le prompt qu'on avait utilisé tout au début. Là, on repasse dans la console AWS, simplement pour voir le nouveau modèle qui est provisionné, quel modèle de base il utilise, et d'autres informations. Dernière partie de cette démo, on teste le modèle. Donc là, on va lui redonner le prompt du début. On va utiliser le modèle de base. Donc on réutilise la fonction invoke model qu'on avait créée dans la deuxième étape.
Et on va faire finalement 2 requêtes. Une première vers le modèle sur étagère, qui est toujours disponible, et une requête vers le modèle qu'on a fine-tuné, qu'on a customisé, pour voir du coup la différence. Donc la réponse du modèle de base, on voit, elle est similaire ou identique à la première fois, d'accord. Elle tient sur 2 lignes et on a sensiblement les mêmes informations qui sont fournies. Par contre, sur le deuxième, ce qu'on peut voir, je vais l'afficher après en slide si jamais les personnes n'arrivent pas à lire, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est beaucoup plus succincte, elle va beaucoup plus à l'essentiel, d'accord. Donc on voit l'impact qu'a eu le fine-tuning, l'affinage, cette phase de customisation du modèle sur la réponse fournie par ce modèle Cohere. Donc les résultats, là, j'ai remis la conversation initiale, d'accord, qui tient en quelques lignes où on voit l'échange entre les 2 personnes et le check-in qui est fait à l'hôtel. Là, ici, c'est la première réponse qui est fournie. Voilà, donc c'était sur 2 lignes. Bon, là, c'est un petit peu plus gros, donc ça tient sur 3. Mais on voit, voilà, donc on voit qu'il fait une réservation dans un hôtel, qui lui demande son ID, sa carte de crédit, qu'il utilise une Visa, qui lui donne ses clés et qui peut faire le 0 s'il a besoin de quoi que ce soit. Et on voit sur le modèle fine-tuné custom l'impact que ça a pu avoir, parce que là, on voit que ça tient sur une ligne, c'est très court, il va vraiment à l'essentiel. Il lui dit, bon, il a fait la réservation, et la personne qui a fait la réservation l'a aidé à le faire, mais rien de plus. Voilà. Donc, au-delà de l'impact du fine-tuning, je pense qu'il était intéressant, en tout cas, ce qu'on voulait vous montrer aussi avec cette démo, c'est un petit peu le process pour faire du fine-tuning et comment c'est possible de le faire avec Bedrock. Ce qu'on a vu aussi dans la démo, c'est qu'à aucun moment on s'est demandé si on avait besoin de capacité, si on avait besoin de serveurs, etc. Tout ça, en fait, on n'a pas besoin de se poser la question, que ce soit pour utiliser les modèles qui sont disponibles sur étagère, ou pour faire le job de fine-tuning, ou pour provisionner le modèle à la fin. Okay. Voilà pour cette partie, pour la démo. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, la dernière partie. Je vais vous parler du coup des 3 principales initiatives liées aux données, d'accord, sur le temps qui nous reste. Et donc, pour commencer, je vais déjà introduire ces 3 initiatives. Donc la première, ça va être d'utiliser les données de l'entreprise pour différencier son système d'intelligence artificielle générative. La deuxième initiative, ça va être adapter son architecture de données existante, pareil, pour adopter l'intelligence artificielle générative. Et la troisième, c'est être son meilleur auditeur. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit chez les organisations, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que les entités qui s'occupent des données travaillent sur ces 3 initiatives pour adresser les défis d'adoption de l'intelligence artificielle générative. On va rentrer en détail dans chacune de ces initiatives, et je vais également vous partager du coup des fonctionnalités et des services AWS qui peuvent vous permettre d'adresser ces initiatives, et puis on va aussi parler des défis qui sont sous-jacents à ces initiatives. Alors, première initiative, le fait d'utiliser ces données pour se différencier. Donc, on a vu avant, rappelez-vous, les 3 techniques qui permettent de customiser un modèle, de personnaliser un modèle, et on a vu dans la démo qu'il y avait par exemple le fine-tuning. Les 2 autres, pour rappel, c'était le RAG, donc la génération augmentée par récupération, et le pré-entraînement continu. Donc pour pouvoir mettre en œuvre ces méthodes, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Elles vont devoir rassembler des données, les préparer, et en fonction des cas d'utilisation, elles ne vont pas utiliser forcément la même méthode, elles vont devoir choisir une ou plusieurs méthodes, ou tester une ou plusieurs méthodes, et elles vont devoir aussi préparer les données de différentes manières, et les besoins en termes de données ne seront pas les mêmes. Okay. Donc généralement, les entreprises, elles ont une multitude de données qui sont disponibles, et du coup, dans la préparation en fait, des données, si on veut faire du RAG, on va plutôt avoir des données très ciblées. Si on veut faire du fine-tuning, comme on l'a vu dans la démo, là, il faut des données labellisées, donc il va falloir les préparer, les labelliser. Si on est sur du pré-entraînement continu, là, on peut lui donner des données brutes. Par contre, c'est un très gros volume de données qu'il faut lui donner pour pouvoir le faire. Donc, dans cette préparation des données, traditionnellement, c'est les data scientists, data engineers qui procèdent à cette tâche, qui font cette préparation des données, qui utilisent des outils comme SageMaker ou le service Glue, qui sont disponibles sur AWS, ou des outils tierces, d'accord. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus arriver dans les entreprises, c'est que au-delà des outils traditionnels, les data scientists et les data engineers utilisent également des outils d'intelligence artificielle générative, des modèles fondations, pour préparer les modèles. Ça, on le voit aussi arriver. Dans la boucle, on garde une vérification manuelle avec un humain qui fait un check sur la préparation des données, bien souvent. Et une fois que les données sont prêtes, on peut les connecter du coup au modèle, et en fonction de la méthode qu'on va choisir pour faire cette personnalisation, pour faire cette customisation, on va le connecter de différentes manières. Donc justement, on va voir sur AWS comment on peut le connecter. Alors j'ai un tout petit peu parlé pendant la démo de Amazon Q. J'ai dit Amazon Q que c'était un
un assistant alimenté par intelligence artificielle générative. Il existe plusieurs déclinaisons de Glue. Celle qu'on a vue dans la démo qui était intégrée à VS Code, c'est plutôt Q for Builder, donc plutôt une déclinaison technique. Il y a aussi une version Q Business, d'accord, qui existe, qui est un assistant là plutôt orienté business pour tout type d'utilisateurs dans les entreprises. Donc Amazon Q, il a été annoncé en décembre dernier lors de notre événement annuel qui s'appelle reInvent. C'est disponible aujourd'hui en preview, et si on utilise cette déclinaison, Amazon Q for Business, en fait, assez simplement pour connecter les données de l'entreprise, il y a 43 connecteurs natifs qui sont disponibles. La liste ici, elle n'est pas exhaustive, hein, on en voit certains, mais il y en a quand même 43. Et du coup, très simplement, on peut connecter les données de l'entreprise à Amazon Q. Et lui, en fait, derrière Amazon Q, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la technique de RAG, donc de génération augmentée par récupération. Une autre possibilité pour connecter les données, ça va être d'utiliser Bedrock. Donc on a vu dans la démo comment on faisait avec du fine-tuning. On met les données dans S3 et lorsqu'on veut lancer notre job de fine-tuning, on lui dit où se trouvent les données dans S3. On peut aussi faire, donc ça c'est pour le fine-tuning. Pour le pré-entraînement continu, ça sera quelque chose de similaire. Pour du RAG, ça sera un petit peu différent. En fait, il y a une fonctionnalité directement disponible dans le service Amazon Bedrock qui s'appelle les bases de connaissances, qui est déjà disponible et qui va vous aider, qui va simplifier justement la mise en œuvre de cette méthode de génération augmentée par récupération. Donc on voit un petit peu comment ça fonctionne. On lui donne les données, on prend les données, on les met dans S3, et ensuite lui il va créer ce qu'on appelle donc la base de données vectorielle. C'est dans cette base de données vectorielle qu'on va retrouver les embeddings, et je vais justement en parler juste après. Et ces données-là, Bedrock va les utiliser ensuite pour faire de la génération augmentée par récupération, c'est-à-dire que quand un utilisateur enverra des prompts, Bedrock va interroger la base de données vectorielle pour augmenter le prompt, ajouter des données contextuelles, ce qui permettra d'améliorer la pertinence de la réponse du modèle. On fait un petit focus du coup là sur la partie base de données vectorielle. Donc base de données vectorielle, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver ce qu'on appelle des embeddings vectoriels. Un embedding vectoriel, alors c'est une représentation numérique de mots, de phrases, d'images ou de sons ou même de vidéos. D'accord ? Donc là, on voit un exemple relativement simple d'une phrase qui serait convertie sur un vecteur de dimension 6, d'accord ? Mais ça pourrait être très bien un seul mot ou ça peut être un ensemble d'images. Voilà, c'est pas forcément un nombre par mot. Mais ce qui est intéressant surtout avec les embeddings vectoriels, c'est que ça capture les relations sémantiques, d'accord ? Donc il y a cette notion de sens qui est capturée à l'intérieur. Et du coup, ce que ça permet de faire, là, on est repassé en dimension 3, parce que sinon, ça serait un peu plus dur de le représenter. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on voit qu'à gauche, on a des animaux qui sont regroupés. Et si on regarde, si on prête un petit peu plus attention, on voit que loup, il est plus proche du chien, parce que c'est une espèce qui est plus proche du chien que du chat. On voit que le chiot est à côté du chien, mais il est proche du chaton, parce que c'est deux petits d'animaux de compagnie. Et on voit voilà, que le chaton est plus proche du chat que le chien. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et de l'autre côté, on a des fruits. Voilà. Donc voilà pour les bases de données vectorielles, on stocke du coup ces embeddings vectoriels dans la base de données vectorielle. Et donc pour faire du RAG, on a besoin de ça parce que c'est ce qu'on va aller interroger pour augmenter le prompt avec des données contextuelles. Donc comment ça va se passer? On prend des données brutes, on utilise un modèle de machine learning qui permet de faire de l'embedding. Si vous vous rappelez dans la démo, quand on a regardé la page web qui décrivait les modèles de Cohere, il y avait les modèles commandes qu'on a utilisés, le command light, et il y avait le commande traditionnel. Et juste en dessous, il y avait deux modèles qui s'appelaient embed. C'est justement ces modèles-là, ce type de modèles, qui permettent de faire cette tâche-là, de faire de l'embedding. Ce n'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres qui sont disponibles. On crée ces embeddings vectoriels et on stocke ça dans une base de données vectorielle. Donc je repasse du coup sur Bedrock, et donc typiquement ces bases de données vectorielles vont être utilisées par Bedrock pour pouvoir augmenter le prompt et pouvoir mettre en œuvre le RAG. Okay, ici on retrouve du coup les bases de données qui sont disponibles, qui sont supportées par Bedrock pour mettre en œuvre cette pratique. Donc on va avoir OpenSearch Serverless, Redis Enterprise Cloud, Pinecone, et on est en train de travailler pour intégrer également Aurora et MongoDB. On va passer du coup maintenant à la deuxième initiative, donc adapter son architecture de données existantes. Donc là, en fait, ce qu'on voit comme défi pour les entreprises, c'est que bien souvent, elles voient l'intelligence artificielle générative arriver, mais les entités qui travaillent sur les données n'ont pas forcément envie de tout chambouler, de tout modifier et de recréer une nouvelle architecture de données spécifiquement pour l'intelligence artificielle générative. Ce qu'elles cherchent à faire plutôt, c'est réutiliser des technologies existantes, réutiliser leurs fondations de données existantes, réutiliser les compétences qu'elles ont en interne,
pour pas avoir à tout recréer from scratch. Une vision des choses, c'est de dire que les applications avec intelligence artificielle générative, ça va être simplement un nouveau workload, un nouveau cas d'usage, d'accord. Et du coup, ce que vont essayer de faire les entreprises, c'est connecter ce nouveau cas d'usage, ces nouveaux workloads, ces nouveaux cas d'usage qui tirent parti de l'intelligence artificielle générative, à leur data lake ou à d'autres technologies de données, en tout cas à leurs fondations déjà existantes et encore une fois aux technologies qu'elles utilisent déjà. Alors j'ai parlé de Data Lake, je vais passer un instant sur du coup Amazon S3. Amazon S3, c'est un service qui a plus de 10 ans, 12 ans maintenant, ou en tout cas 12 ans cette année, il est sorti en 2012. Il y a plus de 700 000 Data Lake qui sont aujourd'hui sur Amazon S3 et on stocke, les clients stockent des téras, des pétas, voire même des exabytes directement sur Amazon S3. On a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle S3 Access Grant. Et je pense que c'était intéressant de vous la présenter parce que cette fonctionnalité, en fait, elle va permettre de simplifier la gestion des accès pour les utilisateurs finaux et à l'échelle. Donc jusqu'à présent, on avait déjà des méthodes pour gérer les accès sur S3, par exemple les bucket policy, je pense que c'est celle qui est la plus connue. Mais là, on a une nouvelle méthode, et cette méthode, elle est intéressante parce qu'elle est très granulaire, on peut aller au niveau du préfixe, on pouvait le faire, mais c'était un petit peu complexe avec les bucket policy. Elle permet de le faire à l'échelle pour l'ensemble pour un grand nombre d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle s'intègre avec le service d'identité AWS qui s'appelle IAM, Identity and Access Management, mais aussi avec des fournisseurs d'identité tierces, par exemple Okta ou Microsoft Entra ID. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant pour les entreprises qui utilisent S3 pour leur data lake. Ça va aussi intéresser ceux qui construisent des applications d'intelligence artificielle générative pour gérer les permissions sur les ensembles de données qui sont stockés dans S3. On a vu dans l'exemple que j'utilisais S3 pour mettre le dataset pour faire du fine-tuning. Gérer les permissions dessus, ça, c'est quelque chose qui pourrait être important, et du coup, Amazon S3 Access Grant serait intéressant de considérer. Je reviens un instant sur cette slide. On a parlé du data lake. Normalement, j'ai dit aussi que les entreprises, ce qu'elles cherchaient à faire, c'est utiliser aussi les technologies existantes pour servir les applications d'intelligence artificielle générative. Pour ça, un exemple, c'est les bases de données vectorielles. Donc, on a vu précédemment celles qui étaient disponibles, celles qui étaient supportées par Bedrock. Là, celles qu'on voit ici, c'est celles qui sont disponibles sur la plateforme AWS. Donc on en retrouve certaines qui sont communes à Bedrock, comme par exemple OpenSearch, mais on voit qu'on en a d'autres. Notamment Aurora est déjà disponible en mode vectoriel. C'est pas encore supporté par Bedrock, ça le sera, mais c'est déjà disponible. Et les autres, MemoryDB pour Redis, DocumentDB, DynamoDB et Neptune. L'idée, c'est vraiment de donner le choix à nos clients qui puissent utiliser soit la base de données qui leur semble la plus adaptée pour leur cas d'usage, ou alors réutiliser une base de données qu'ils connaissent, sur laquelle ils ont des compétences, la passer en mode vectoriel, pouvoir faire du RAG avec les modèles d'intelligence artificielle. On passe à la troisième, et ça sera la dernière, être son meilleur auditeur. Là, on va toucher à la gouvernance des données. Donc, c'est pas forcément un sujet évident. En tout cas, il y a des défis au sujet de la gouvernance des données. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que l'intelligence artificielle générative, elle va apporter des nouveaux défis. Les entreprises, elles vont vouloir se préparer pour les réglementations qui sont à venir sur l'intelligence artificielle générative. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'être son meilleur auditeur, c'est bien se préparer justement aux réglementations qui pourraient arriver sur l'intelligence artificielle générative. Alors pourquoi c'est des nouveaux défis ? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle générative, elle va générer des nouvelles données. On va voir qu'il y a plusieurs types de données. En fait, on peut les classer en deux parties. La première partie, ça va être le contenu généré. Ça paraît un petit peu évident, effectivement. L'intelligence artificielle générative, je lui envoie des demandes, il me génère du texte, il me génère des images. On a vu que là, il me générait des résumés de conversation dans la démo que j'ai faite. Donc ça, c'est la première catégorie de données. La deuxième catégorie de données, c'est ce qu'on va appeler les données intermédiaires. Donc là, on a plusieurs exemples. C'est pas du tout exhaustif, mais c'est par exemple les bases de données vectorielles dont on a parlé. Ça peut être les données étiquetées, labellisées, comme dans l'exemple où j'ai pris le dataset sur Hugging Face, j'ai fait un dataset que j'ai mis sur S3, que j'ai labellisé et que j'ai utilisé pour faire mon job de fine-tuning. Ça peut être mes prompts, ça peut être mes logs d'invocation, etc. Donc toutes ces données-là, je vais devoir les générer. Je vais avoir un défi de gouvernance de ces données. Ce que vont essayer de faire les entreprises, ce qu'elles veulent savoir, c'est quel ensemble de données sont utilisées, qui les utilise et comment elles sont utilisées.
D'accord, c'est ça vraiment je pense qu'on essaye de faire. Et le dernier aspect, c'est s'assurer en fait que la gestion des accès et des permissions est bien configurée. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est on va essayer d'éviter au maximum, ce qu'on veut éviter en tout cas, c'est la fuite de données. Et c'est pas forcément évident parce qu'en fait, on veut s'assurer qu'un utilisateur d'une application qui utilise l'intelligence artificielle générative n'a pas accès à des données auxquelles il n'aurait pas le droit d'accéder s'il passait pas par cette application. Je m'explique, je prends un modèle d'intelligence artificielle générative, je le personnalise avec des données de l'entreprise, ensuite je le mets à disposition à des utilisateurs. Comment je m'assure que les utilisateurs ont uniquement accès aux données auxquelles ils ont le droit d'accéder par rapport aux données que j'ai utilisées pour faire la personnalisation. Donc ça, ça va être incorporé en fait dans les services d'intelligence artificielle générative qui sont proposés par AWS, notamment sur Amazon Q. On a la possibilité, j'ai dit qu'il y avait les connecteurs pour faire du RAG, on a la possibilité de configurer les permissions sur ces utilisateurs, sur les données sources qu'on connecte à Amazon Q. Ça, c'est disponible. C'est également disponible si vous faites du RAG avec Bedrock, et que vous connectez une base de données vectorielle, vous pouvez très bien utiliser les permissions de cette base de données vectorielle pour configurer les permissions des utilisateurs. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, ce qu'elles vont faire, c'est encore une fois réutiliser les fondations, les technologies de stockage de données et de gestion de données et de gestion des accès qu'elles utilisent aujourd'hui, et elles vont devoir stocker les nouveaux jeux de données intermédiaires et les données qui ont été générées par l'intelligence artificielle générative. Ensuite, le deuxième défi, je pense, sur cette initiative, ça va vraiment être l'aspect traçabilité, d'accord ? Comment j'enregistre ce qui se passe sur mes jeux de données. Aujourd'hui, ce que font les entreprises, c'est qu'elles utilisent souvent des services AWS comme CloudTrail, OpenSearch, CloudWatch ou les logs d'Amazon S3. Et en fait, les services qu'on propose, les services AWS d'intelligence artificielle générative, elles vont venir s'intégrer avec ces services existants, et donc ça va permettre d'avoir cette traçabilité sur les données utilisées dans l'intelligence artificielle générative. Pour quelques exemples à vous donner, sur Amazon Q, lorsqu'on utilise un connecteur et qu'on connecte Q for Business à une source de données, ça va être enregistré dans CloudTrail. Un autre exemple, si on utilise Bedrock, on peut activer ce qu'on appelle les logs d'invocation. Donc c'est ce qu'on voit juste là, c'est dans la console. Il y a juste à l'activer en haut. Une fois que c'est activé, on peut envoyer ces logs dans S3 ou dans CloudWatch. Et pour voir après un petit peu ce que ça donne, là, on voit les événements. Et là, en fait, c'est simplement justement les requêtes que j'avais envoyées à mon modèle customisé lors de la démo. Donc, on retrouve le prompt, on retrouve le modèle qui a été utilisé, on retrouve la réponse. Bien sûr, il y a un timestamp, etc. Donc, c'est des choses qui sont enregistrées et qui permettent aux entreprises d'être leurs propres auditeurs. On arrive à la fin de la présentation. Pour conclure quelques éléments, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les modèles d'intelligence artificielle générative, ils sont capables d'apprendre énormément sur les données qu'on leur fournit. Un des défis maintenant, c'est à nous en fait d'apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle générative pour rendre service à nos clients, à nos utilisateurs, aux organisations, aux communautés. On a un principe de leadership chez Amazon qui s'appelle apprendre et être curieux. Donc là, on l'applique à l'intelligence artificielle générative. Et peut-être pour vous partager du coup 2 éléments si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, j'ai essayé en tout cas d'aborder pas mal de défis liés aux données et à l'intelligence artificielle générative. Si vous souhaitez, il y a d'autres défis bien sûr qui existent, comme par exemple comment on évite les biais liés à l'intelligence artificielle générative. Comment on évite qu'un modèle hallucine, d'accord ? Donc ces problèmes-là, ils seront traités dans une session qui est un peu plus tard aujourd'hui, cet après-midi dans l'amphithéâtre Bordeaux, et donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous recommande d'y participer. Et la dernière chose, c'est si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à accéder à la plateforme Skill Builder, c'est la plateforme de training et d'apprentissage AWS. Il y a plus de 600 cours en ligne qui sont disponibles gratuitement. Il y a aussi du contenu premium qui est disponible avec la version payante. Et je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cette session. Merci à tous pour votre attention. Merci Fred d'avoir animé avec moi. Merci. Merci. Si vous avez 30 secondes et que vous pouvez scanner le QR code et nous faire un feedback, ça serait vraiment top. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir aller déjeuner. Du coup. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher. On reste disponible bien sûr pour échanger. Voilà, on sera.
Et merci. Ouais, s'il vous plaît, ouais, remplez la session, c'est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer et de vous délivrer des contenus encore de meilleure qualité l'année prochaine.